bassin dernier, et du coup je vais essayer de rattraper un peu le temps perdu. Et en cette journée du 9 mars, on a essayé de prolonger finalement la journée de la femme avec cette intervention. Et donc si vous me permettez, je commencerai par rappeler quelques chiffres. Dans l'état actuel des recherches, on estime que 8900 femmes ont été déportées par mesure de répression, et parmi elles, 1 sur 5 ne revient pas de déportation. Un taux de mortalité 2 fois moins important que pour les hommes. Ainsi, avec les quelques 2000 femmes juives qui ont survécu à l'extermination, les femmes revenant de déportation au printemps et à l'été 45 sont moins de 10 000. Autant dire que l'intérêt de cette population ne se trouve pas dans son importance numérique. L'objectif de cette présentation est de donner quelques pistes de réflexion, de poser certains jalons dans la spécificité du retour des femmes de déportation et notamment grâce à des sources inédites qui ont déjà été abordées en partie tout à l'heure par Dominique Yeblo du PRSC. 3 questions vont guider cette intervention. D'abord, en quoi le retour des femmes déportées représente-t-il un phénomène singulier? Que peuvent nous apporter ces nouvelles sources sur la déportation et sur ses conséquences médico-sociales? Et puis, quelles nouvelles problématiques soulèvent-elles? Évidemment, on va voir qu'il y a pas mal de nouveaux résultats qui posent à leur tour des nouvelles questions. Pour y répondre, il me semble essentiel, d'abord, avant de présenter les premiers résultats sur l'état sanitaire des femmes au retour des camps, d'analyser, je dirais, les circonstances, le contexte dans lequel ces femmes entrent en France. Donc, c'est d'abord, rappelons d'emblée que les femmes qui reviennent de déportation sont d'abord une infime minorité. Moins de 1% de la population déplacée et 5 femmes déportées pour environ 1000 personnes rapatriées. Une population donc écrasée par le nombre, qu'il est aussi par le discours officiel, un discours qui insiste sur l'union des différentes catégories, mais une union essentiellement masculine. Les femmes n'apparaissent dans cette propagande que par le biais des femmes de prisonniers de guerre, comme celles qui doivent se préparer au retour des hommes. Et je parle trop fort. D'accord. Bon. Pour s'en rendre compte, voici un court extrait d'un projet de brochure qu'on devait distribuer aux femmes de l'absent. Alors je vous laisse évidemment comprendre la tonalité du discours. Si vous parle beaucoup de ses camarades de captivité, ne soyez pas jalouse, laissez-le faire, ne le sortez pas trop. Ne le sortez pas trop, hein, c'est malgré votre fierté de l'avoir retrouvé. Surveillez vos enfants, qu'ils reconnaissent son autorité paternelle, et ne l'appellent pas monsieur. Il vous faut rendre à votre époux sa place de chef de famille, ne brusquez rien, mais allez toujours dans le même sens, c'est l'homme qui doit conduire la barque. Évidemment, toute une ambiance à la maison, évidemment. C'est le troisième aspect qu'il faut prendre en considération, c'est que ce retour des femmes en France eh bien, est un retour à l'envers, car il transgresse en réalité des codes bien établis du genre. C'est en effet depuis les traditions antiques l'homme qui revient du combat et la femme qui attend le retour du combattant, et la déportation et le retour de déportation de résistantes et de combattantes, voire d'héroïnes, et évidemment bouscule ces lignes-là. Rien n'est fait véritablement pour préparer des femmes à rentrer dans leur foyer après avoir vécu tout ce qu'on sait, et rien n'est fait véritablement pour préparer les hommes au retour des femmes. L'administration du rapatriement a d'autant plus de mal, de difficultés à cerner cette population et ses besoins, que la majorité des femmes qui reviennent de déportation, qui reviennent en d'Allemagne, ne sont pas des déportées, mais des travailleuses civiles. Pardon, il n'y a pas de mal. Car en effet, 50 000 femmes environ reviennent, parties en Allemagne travailler volontairement, les travailleuses volontaires, hein, comme on les nomme généralement, reviennent également d'Allemagne à un même moment, et les déportés sont assez largement associés par le service du rapatriement à cet autre contingent de femmes qui véhiculent un certain nombre de fantasmes, de représentations négatives, voire très négatives, et
c'est souvent plaqué aussi sur les déportés qui reviennent au même moment. Les services du rapatriement envisagent en effet qu'une majorité de ces femmes sont des prostituées ou sont en tout cas susceptibles d'être atteintes de maladies vénériennes. Et dans ces conditions, le retour des femmes d'Allemagne représente un enjeu sanitaire primordial. Et c'est le cinquième élément qu'il faut prendre dans ce contexte, c'est que les services sanitaires prévoient donc un dépistage quasi systématique des maladies vénériennes chez les femmes qui entrent d'Allemagne. Ce qui ajoutera évidemment à l'humiliation après avoir vécu souvent des mois de déportation pour les déportés. Même si plusieurs fois les responsables alertent sur le fait qu'il peut se trouver parmi elles le pire et le meilleur, c'est leur expression, la plupart des directives insistent sur le caractère obligatoire de ce dépistage. Alors vous avez par exemple ici, dans l'une des réunions préparatoires du débarquement, du rapatriement, pardon, on est en Normandie, alors on a du mal. Étant donné que les risques de contamination ont pu être très grands pendant le séjour en Allemagne, et que dans la confusion du retour, on risque de ne pouvoir distinguer facilement entre volontaires et victimes de la déportation, comprenez les politiques, il se pose un grave problème au sujet de l'examen gynécologique. Doit-on le faire? Doit-on le rendre obligatoire? Doit-on le faire à la frontière? Étant donné la gravité de la question, l'avis du corps médical est formel, aucune contestation possible, l'examen doit être rendu obligatoire. Ce qui expliquera pour certaines, évidemment, que l'examen sera imposé. Les déportés politiques ne seront pas, sans se plaindre, évidemment, quand on a vu des témoignages, on peut s'en rendre compte, et tenteront très souvent de faire elles-mêmes la distinction entre les groupes de travailleuses et les déportés politiques et les résistantes. Car on peut retrouver des listes faites par les déportés elles-mêmes pour justement faire la distinction. En réalité, dans un premier bilan du service sanitaire du rapatriement établi le 27 juillet 1945, le professeur Bourgeois, l'un des responsables du service sanitaire, révèle, en fait, avoue en réalité, que les statistiques donnent des chiffres peu élevés, 1,8% de prélèvements positifs chez les femmes. Donc, tout ça pour ça, et eh bien, c'est ce bilan sanitaire, au sens beaucoup plus large évidemment, au retour des camps, qu'on va essayer maintenant de dresser en s'appuyant sur les catégories de pathologies posées par Jean-Michel André, et après avoir posé donc ce cadre bien spécifique qu'il faut bien avoir à l'esprit. Bien, rappelons d'emblée que dans le discours qui construit la mémoire de la déportation dès ce retour des camps, hommes et femmes sont unis dans une communauté de souffrance. Impensable, inconcevable à l'époque de faire une étude sexuée de ces mêmes souffrances. Observons donc d'abord, aujourd'hui on peut le faire, parce qu'on dispose des sources, évidemment, et que le discours a changé. Observons d'abord, effectivement, les pathologies mentionnées sur ces fiches médicales qu'on a données tout de suite. Je m'appuie à la fois sur le travail de Jean-Michel André, sur sa classification, sur évidemment mon dépouillement personnel des archives sur les femmes, et sur le travail de la Fondation. On voit d'abord apparaître que les pathologies les plus fréquentes sont aussi d'origine infectieuse, effectivement, dans une proportion moindre que pour les hommes, par contre, cependant que 45% contre 60% pour les hommes. On constate également que de grandes similitudes pour de nombreuses catégories apparaissent. Les quatre premières, cardiologie, circulation, dermatologie, on voit des résultats qui se confirment en même temps et qui montrent finalement assez peu de différence entre hommes et femmes. En revanche, il y a des différences importantes, notamment sur les maladies pulmonaires, qui apparaissent ici assez nettement plus présentes chez les hommes, et surtout, donc cette catégorie de la stomatologie, qui montre vraiment une différence là importante. On pourra revenir dessus sur les explications. Pour moi, c'est encore un mystère à peu près complet. Pour Jean-Michel André, manifestement aussi. Mais bon, il faut creuser. Voilà que je vous disais que ça révèle pas mal de questions. Bien, évidemment, la pathologie gynécologique sont évidemment l'autre spécificité de ce tableau. Une pathologie qui est d'ailleurs très souvent la seule étudiée pour les femmes, notamment en 1954, où on essaye de révéler les spécificités des femmes, évidemment, et souvent on se limite à ça comme si, évidemment, les conséquences s'étaient limitées à ce domaine.
Ici, on peut constater que le nombre de femmes souffrant de pathologies gynécologiques au retour des camps est de 29% déclarés sur les fiches. Il s'agit, dans la très grande majorité évidemment, de femmes déclarant une aménorrhée encore au moment de la consultation. Et en réalité, on peut s'étonner d'un pourcentage aussi faible. Lorsqu'on lit les témoignages et lorsqu'on consulte les études faites dès 1954, qui sont assez nombreuses d'ailleurs, on arrive très vite à des taux de 99%. Bien. Plusieurs explications à cela, j'en donnerai 4. L'âge d'une certaine partie des déportés, il y en a 15% qui ont plus de 60 ans. La pudeur, voire la réticence, l'opposition, avec laquelle une partie d'entre elles a pu répondre aux interrogations. Le délai qui sépare la libération de l'examen, on sait qu'une infime reprise d'alimentation peut mettre fin à l'aménorrhée. Et enfin, simplement la lassitude des médecins qui, devant une pathologie qui devient systématique et peu vitale, finalement, ne la notent plus sur la fiche médicale. Bien, quelques éléments de réponse, mais je pense qu'on pourra en trouver d'autres. Nous pouvons évidemment revenir sur ces résultats tout à l'heure, et je suis obligé de poursuivre. Donc grâce aux fiches médicales, on a aussi des informations sur l'état général jugé au retour. Là, une simple comparaison montre qu'effectivement, on a des tendances similaires entre hommes et femmes, avec cependant un nombre de déportés dans un état grave, mauvais, qui est légèrement plus important. Sinon, les hommes et les femmes sont jugés dans un bon état général, exactement dans les mêmes proportions. L'amaigrissement évoqué tout à l'heure par Vanina, voilà, on trouve des tendances là aussi quasiment identiques, avec cependant une différence sur l'amaigrissement important, très important, qui est plus important chez les hommes que chez les femmes. Donc un amaigrissement globalement moins marqué, légèrement marqué, que chez les hommes. Cependant, évidemment, ce tableau d'ensemble cache des disparités, des grandes différences. Et je vais tenter d'illustrer par l'étude de 2 exemples qui montrent parfaitement ces différences, notamment sur les parcours. Et ces parcours sont sans aucun doute une grande spécificité du parcours des femmes en déportation et de leur déportation. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est celui des femmes libérées par la Croix-Rouge internationale le 5 avril à Ravensbrück, qui permet donc une opération d'échange de prisonniers, qui permet de libérer 300 femmes. Et les 299 Françaises et une Polonaise parmi elles, qui sont ainsi libérées, sont prises en charge seulement 5 jours après la libération du camp. Ce qui nous permet évidemment d'avoir là une photographie, pour ainsi dire, à la sortie du camp de l'état sanitaire de ces femmes. Donc voilà ce qu'on trouve lorsqu'on consulte simplement, rapidement, les fiches médicales et qu'on essaye d'établir une répartition sur cette donnée. Par rapport à l'ensemble des femmes, on voit que l'état déjà mauvais est beaucoup plus important. Premièrement, que les tendances sont quand même marquées et on a à peu près les mêmes résultats. On peut toutefois s'interroger au passage sur la part importante de femmes dont l'état général est jugé bon seulement 5 jours après la libération du camp. Proportion qui pose de nombreuses questions, notamment sur la différence des vécus. Germaine Tillon et d'autres disaient qu'il y avait 1000 camps dans chaque camp. Là, on voit que pour des femmes qui sont libérées au même moment, certaines peuvent revenir dans un bon état général, d'autres sont hospitalisées aussitôt. Sur ces 289 femmes, 11 femmes sont hospitalisées dès leur arrivée en Suisse en urgence. Et sur les 27% de femmes dont l'état est jugé mauvais, 23 seront emmenées directement à l'hôpital d'Annemasse. Bien, du point de vue des pathologies, on constate dans l'ensemble les mêmes informations, sans faire ici de détails. Les troubles pulmonaires, les dermatologies, gastro-entérologiques sont les plus nombreux. Toutefois, on trouve sur ces fiches qui sont réalisées seulement 5 jours après la libération, des mentions qui sont très rares pour les femmes dans d'autres circonstances, notamment les traces de coups, par exemple. Pratiquement toutes les mentions de traces de coups sont notées sur ces fiches qui sont réalisées 5 jours après la libération. Enfin, l'autre exemple que je prendrai est celui déjà évoqué par Dominique, un peu, des femmes libérées par la Croix-Rouge suédoise. C'est un cas qui mériterait
à mon avis, de plus amples explications, tant il est spécifique du parcours en déportation et du retour des femmes de déportation. Entre le 23 et le 26 avril, 800 femmes, à peu près toutes les Françaises qui restent à Ravensbrück, sont libérées par la Croix suédoise. Elles sont ensuite prises en charge et soignées en Suède. Et, par chance, on a un fonds d'archives assez complet sur cette prise en charge sanitaire en Suède. Bien, et notamment sur les femmes qui ont dû être hospitalisées. Donc vous pouvez voir quelques exemples ici, sur la qualité des diagnostics. Il serait intéressant de comparer d'ailleurs avec l'ensemble des fiches qu'on a pu consulter. Et on voit d'ailleurs que la prise en charge n'est pas seulement médicale, mais aussi psychologique. On essaie d'entourer, notamment pour des séjours assez longs, faire venir la famille si possible, etc. Bien, un autre exemple qui montre, lui, que la lutte contre les maladies vénériennes se poursuit alors qu'on est sur une population uniquement de déportés. Et là, 6 femmes ont été donc reconnues atteintes de maladies vénériennes et on retarde leur retour pour que la contamination soit cantonnée dans cet hôpital. Donc une prise en charge exemplaire, on pourrait évidemment revenir dessus, mais qui ressort aussi dans les témoignages lorsqu'on les lit, de celles qui sont passées en Suède, et qui est souvent à l'opposé de ce qui se passe en France au même moment. Alors évidemment, ça posera tout un nombre de questions, là aussi, sur les différences finalement, de conséquences des pathologies par rapport à celles qui ont été rapidement prises en charge en France et celles qui ont pu être hospitalisées plusieurs mois en Suède dès leur retour des camps. Voilà, donc je n'ai plus malheureusement en conclusion une petite chose, c'est vrai que les femmes qui reviennent de Suède sont jugées seulement à 4% dans un état général mauvais. Voilà, comparé aux 27% des femmes qui ont été libérées le 5 avril, on constate assez facilement là que l'importance des parcours a son rôle à jouer, notamment dans les chances de survie et dans le taux de mortalité. Donc j'ai pu malheureusement que tracer à grands traits les aspects médicaux, sociaux du retour des femmes déportées, mais ce bref tableau permet d'affirmer plusieurs choses. D'abord, une approche par le genre, par l'étude des hommes et des femmes, est indispensable à l'appréhension de ce phénomène-là et plus généralement à la compréhension du déplacement des populations en situation de crise, comme le mentionnait tout à l'heure Jean-Michel André. Il apporte des éléments de réponse sur ce taux de mortalité qui est 2 fois plus important pour les hommes que pour les femmes. On voit certaines tendances qui permettent d'expliquer en partie ce chiffre. Il apporte des éléments aussi pour démontrer l'importance, c'est peut-être là le plus important, de l'infinie diversité des parcours en déportation et des vécus sur la même population de femmes libérées le même jour. On voit que finalement le vécu en déportation a été extrêmement différent. Mais ces résultats soulèvent un certain nombre de questions que j'ai pu effectivement vous présenter au fur et à mesure, notamment sur l'impact de la prise en charge dans cette première semaine. Là, il serait intéressant de comparer effectivement l'évolution de ceux qui ont été pris en charge directement en Suède pendant des mois de façon pratiquement idéale, et celles qui ont été prises en charge en France notamment. Et on peut s'interroger aussi sur le manque de considération et de préparation du retour des femmes dans leur foyer, dans peut-être ce qui a pu avoir son importance dans le processus de résilience et de reconstruction des victimes dans leur milieu social. Voilà, je vous remercie.